La politique environnementale doit être juste et acceptable. Elle doit être juste et acceptable euh, à trois niveaux. Premier niveau, elle doit être juste et acceptable pour les citoyens. Euh, une fiscalité environnementale plus importante pèsera plus lourdement sur les ménages les moins aisés, les plus fragiles. Pourquoi? Parce que l'on soit riche ou pauvre, nous avons besoin de nous chauffer, de nous transporter, de façon égale, quels que soient les niveaux de revenus. Or, si on taxe davantage le transport et le chauffage, tout ce qui est toute l'énergie qui émet du carbone, eh bien, les bas revenus subiront un coût plus élevé que les hauts revenus. Donc il faut prendre en compte l'impact en termes d'inégalité du renchérissement de l'énergie. On peut le prendre en compte en réfléchissant aux différentes formes de redistribution. Deuxième dimension, cette politique doit être juste et acceptable entre les territoires. Les territoires sont hétérogènes. Si je prends le cas de la France, par exemple, eh bien, les territoires du Nord, ce sont des territoires où il fait plus froid, c'est plus humide, et où la richesse par tête est moins élevée. Si on prend les territoires du Sud, eh bien, ce sont des territoires où il fait meilleur, où le PIB par tête est plus élevé. Les écarts sont significatifs sur le plan environnemental, mais également sur le plan économique, entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. Mettre en place une taxation du carbone telle qu'elle a été entreprise en France, sans distinction de territoire et de cette hétérogénéité, eh bien, va impliquer un surcoût pour les zones froides et pauvres, et une sous-tarification pour les zones aisées et dont les besoins en termes d'énergie, pour le chauffage notamment, sont moins importantes. Et enfin, troisième dimension, il faut que ce soit juste et acceptable pour les générations futures également. Il ne faudrait pas que les générations présentes paye le coût le plus important, mais il ne faut pas non plus que les générations futures aient à rembourser nos mauvaises pratiques environnementales. Il faudrait mettre en place un système de comptabilité nationale qui prenne en compte de façon plus pertinente le cycle de vie du produit. En comptabilité nationale, la consommation, l'investissement sont mesurés par leur valeur, les biens sont comptabilisés, ces biens ont une durée de vie, l'investissement se déprécie, la consommation disparaît au bout d'un an, mais que ce soit investissement, production, consommation, toutes ces actions économiques mesurées s'accompagnent de phénomènes qui, eux, ne le sont pas. Il y a, avec la consommation, la production, l'investissement, la production de déchets, qu'ils soient gazeux, liquides ou solides. Et cette production de déchets, non souhaitée, mais qui est là, elle n'est pas prise en compte, cette production, par la comptabilité nationale. Il y a donc la durée de vie d'un bien ne se limite pas à l'année telle que pour l'instant, c'est pratiqué par la comptabilité nationale. La durée de vie d'un bien va au-delà de l'année. Pourquoi? Parce qu'après la vie théorique économique de ce bien, eh bien, il y a quelque chose qui reste, qui est le déchet. Il y a deux façons de prendre en compte le cycle de vie d'un bien au-delà de sa conception purement économique. Le bien vit, il est consommé, il est investi, puis il disparaît. Mais il renaît. Il peut renaître de façon valorisable. C'est le verre, c'est le papier carton, c'est l'aluminium, le zinc, l'argent, le cuivre, etc. Ces ressources étaient sous terre. Elles ont été extraites, mais aujourd'hui, elles sont toujours là, elles sont sur terre. Donc on passe d'une mine souterraine à une mine urbaine. Ça reste néanmoins une richesse qui ne doit pas disparaître de la comptabilité nationale. Ces déchets, en réalité, n'en sont pas. Ce sont des déchets ou des biens qui sont valorisables. Et l'économie et le politique doivent redonner une valeur à ces ressources.
Il y a par ailleurs des biens qui continuent de vivre après leur mort économique, qui continuent de vivre via les déchets induits. Je pense par exemple aux déchets nucléaires, je pense par exemple aux rejets de gaz à effet de serre qui se stockent dans l'atmosphère, je pense aux déchets ultimes. Pour ces déchets-là, pour l'instant, la société n'a pas trouvé la bonne réponse. S'agissant des déchets nucléaires, par exemple, les déchets à vie longue, qui représentent 2% de la production des déchets, mais qui par ailleurs pèsent pour 98% de la radioactivité des déchets, eh bien pour ces déchets, on n'a toujours pas trouvé la bonne réponse, hormis de renvoyer la décision aux générations futures. Que fait-on aujourd'hui avec ces déchets non valorisables et potentiellement dangereux? Eh bien, nous avons décidé de les stocker, soit de les stocker dans des sous-sols, soit de les stocker dans des piscines, mais en attendant, on ne sait pas trop quoi. Et la France, par ailleurs, a décidé de stocker ces déchets de façon irréversible dans des sous-sols, ce qui exclut même la possibilité un jour de pouvoir utiliser le progrès technique. Si nous trouvons une solution un jour pour le traitement de ces déchets radioactifs, eh bien, nous ne pourrons pas mettre en œuvre ces innovations-là, puisqu'ils seront définitivement enfouis dans des couches à 500 mètres, me semble-t-il, en sous-sol. Et, voilà. Donc c'est là ce que j'appelle la stratégie du reculer pour mieux stocker, mais voilà. Et ça, la comptabilité nationale ne prend pas en compte cette production négative, finalement, de richesse. Les économistes, et notamment les économistes de l'environnement, réfléchissent beaucoup à ces questions, ont des solutions, et des solutions de bon sens applicables. Néanmoins, c'est le relais politique qui, parfois, est défaillant. Les préoccupations environnementales dans le monde politique dépendent du contexte. Lorsque l'économie se porte bien, lorsque nous sommes en phase de croissance, que le chômage est à un niveau acceptable, lorsque les dettes publiques ne sont pas sur le devant de la scène, eh bien, le politique se saisit de l'environnement, et c'est dans ces moments-là que nous constatons des avancées importantes. Mise en place de marchés des permis, on met des quotas sur la pollution, on tarifie, on joue sur la fiscalité. Le relais politique existe. Malheureusement, lorsque le contexte macroéconomique s'obscurcit, lorsque la croissance se ralentit, que le chômage s'accroît, eh bien, l'environnement passe au second plan. Or, les politiques environnementales doivent s'inscrire dans la durée et ne peuvent pas être soumises à ces va-et-vient. Ce n'est pas efficace. Je le regrette. Et au contraire, ça va. C'est justement lorsque l'économie se porte mal qu'il faut renforcer la protection de l'environnement. On sait bien que lorsque l'économie est en phase de ralentissement, l'innovation verte se ralentit. On retourne sur des modes de production de l'énergie beaucoup plus polluantes. On exploite davantage les matières premières. Donc c'est plutôt dans ces moments-là qu'il faudrait davantage se saisir des questions environnementales. Dans les faits, dans la pratique, eh bien, on observe le contraire.